Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Paris libéré, les célébrations du 60e anniversaire de l'entrée des troupes alliées dans la capitale ont officiellement commencé. Sourires et souvenirs sur le bord des routes, les héritiers de la 2e division blindée ont refait aujourd'hui le parcours de leurs aînés. 2 cérémonies religieuses tout à l'heure à Chambéry et l'Echerenne en Savoie. Il y a 3 semaines, l'incendie d'un centre équestre faisait 8 morts. Un drame qui a gardé son mystère, l'enquête n'a pas abouti. Cesare Battisti aurait quitté la France pour échapper à l'extradition. Il ne s'était pas présenté samedi à son contrôle judiciaire. Colère des autorités italiennes contre Paris. Un accord entre les chirurgiens et le gouvernement. Philippe Douste-Blazy annonce notamment une revalorisation des actes, montant de la facture 52 millions d'euros pour 2004. À l'étranger, les premiers procès à Guantanamo. 4 détenus comparaissent devant des tribunaux militaires d'exception. Parmi eux, un chauffeur et des gardes du corps d'Oussama Ben Laden. Enfin, comme chaque soir, nous reviendrons longuement sur les Jeux Olympiques avec un nouveau scandale lié au dopage. Le Hongrois Fazekas, médaillé d'or du disque, a tenté de fournir un faux échantillon d'urine pour échapper au contrôle. Journée décevante par ailleurs pour la France avec des revers en équitation et en cyclisme. Aucune nouvelle médaille. D'abord donc une fête qui bat déjà son plein, celle de l'histoire et de la mémoire après les débarquements de Normandie et de Provence. Les célébrations de la libération de Paris prennent cette année un éclat particulier. C'était il y a 60 ans, jour pour jour. Les hommes de la 2e division blindée arrivaient aux portes de la ville. Les témoins de l'époque ont cru revivre la scène cet après-midi. Reportage Mathias Hillion, Romain Clément, Vincent Bouffartigue. Des chars qui roulent sur Paris. Des enfants massés sur le bord des routes, drapeau tricolore à la main. 60 ans après, jour pour jour, l'émotion est grande pour ceux qui se trouvaient au même endroit, au même moment, ce 24 août 1944. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. C'était vraiment un événement exceptionnel. J'ai commencé à réaliser quand on est sorti dehors et qu'on a vu tout le monde, mais vraiment les soldats, les chars nous donner du chocolat. Je voyais des adultes qui avaient des larmes et tout ça. On était à la fenêtre, on acclamait tout le monde, c'est vrai que c'était beau. Il y a 60 ans, les chars de la 2e division blindée du général Leclerc fonçaient vers Paris sur 3 axes différents. La reconstitution d'aujourd'hui est en tout point fidèle. Témoin privilégié de ce remake, le seconde classe Pierre Purson, 19 ans à l'époque, 79 ans aujourd'hui. Rajeuni de 60 ans, j'ai retrouvé ma place de tireur, j'ai regardé dans la lunette, dans le périscope et tout ça. C'est quand même émouvant. Vous pensez à tous les camarades qui sont restés le long de la route, il y en a eu quand même beaucoup. Des mauvais souvenirs et des bons aussi, une fois Paris libéré. Tous les gens qui venaient nous embrasser, nous apporter ce qu'ils avaient de plus précieux à l'époque. Ils avaient tous une bouteille ou des gâteaux, enfin quelque chose. Les gens nous embrassaient, qui mieux, etc. Bon, ben, on en a profité. C'était un grand moment. Ah oui, c'était un bon moment. Porte d'Orléans, scène surréaliste cet après-midi. Le seconde classe Purson entre dans Paris avec quelques heures d'avance sur les horaires de 1944. À la descente du char, ses enfants sont là pour l'accueillir. Attends, on va pas trop vite, papou! Faire le chemin, une partie du chemin dans le char. Là, ça l'a énormément touché. Ah oui, oui. Une photo de famille, une photo pour l'histoire aussi. Et puis on le sait, ce même soir du 24 août 1944, l'avant-garde de cette 2e division, commandée par le capitaine Drone et composée à 80% d'Espagnols, était parvenue jusqu'à l'hôtel de ville avec quelques chars. C'est pour rendre hommage à ces hommes qu'une plaque en marbre blanc a été dévoilée aujourd'hui par Bertrand Delanoë. Le président du Sénat espagnol avait fait le déplacement. Alors on a entendu les témoins de cette libération, les Parisiens ou les Parisiennes qui l'ont vécu. Mais les anciens combattants, on en a aperçu un, les soldats qui étaient dans les colonnes étaient eux aussi associés à cette journée. Nicolas Lemarinier, Maxime Soulard. 24 août 1944, en plein cœur de la capitale. Les Champs-Élysées sont vides, Paris fébrile attend ses libérateurs. Et puis à 21h20, 3 chars de la 2e DB arrivent devant l'hôtel de ville, à bord des Espagnols. C'est ça qu'on voulait, nous libérer Paris, alors on l'a libéré. On voyait que le peuple était heureux. C'est l'avant-garde de la 2e DB qui vient d'entrer. Le matin même à Rambouillet, les troupes de Leclerc se sont lancées vers Paris. Pour les soldats, c'est un grand moment attendu depuis longtemps.
Il y avait la joie de rentrer et la joie de se dire je vais retrouver ma famille en entier. Mais si la progression est rapide, elle ne se fait pas sans violence. Les soldats allemands sont encore bien décidés à se défendre. On a eu beaucoup de mal à passer ces lignes prédéfensives de Paris que les Allemands préparaient depuis des années. Et c'est pour ça qu'il y a eu partout beaucoup de pertes. À Fresnes, des déserteurs allemands enfermés dans la prison ont été relâchés et tirent sur le convoi. Les soldats vont devoir les déloger de leur blocos. J'ai envoyé une grenade dans le créneau et on a anéanti le blocos de la prison de Fresnes et aussi bien les canons de la prison de Fresnes. Nous avons eu situé, dont notre capitaine que nous aimions beaucoup, capitaine Dupont. Et puis sur le chemin, l'accueil des habitants est triomphal. C'était de la folie, ça. C'était de la folie, on était marqué de rouge à lèvres. Hein. Le 24 au soir, la 2e DB campe à Antony. Il est trop tard pour entrer dans Paris. La libération sera pour le lendemain. Et pendant ces heures de fièvre, un homme a tenu le sort de Paris dans ses mains, le général allemand von Choltitz. Il avait reçu d'Hitler l'ordre de détruire la ville. Il ne l'a jamais appliqué, c'est lui qui a signé l'acte de reddition. Vanessa Rouet, Éric Delagneau. Sous ses allures de paisible retraité, Dietrich von Choltitz, ancien gouverneur allemand de Paris en août 1944, explique 20 ans plus tard, depuis sa villa de Baden-Baden, pourquoi, pour la première fois en 37 ans de carrière militaire, il a désobéi à l'ordre ultime d'Hitler, détruire Paris. Pour la première fois, j'ai désobéi. C'est parce que je savais qu'Hitler déraisonnait. Mais par le passé, von Choltitz a toujours été fidèle au Führer. En 1939, alors commandant d'un bataillon aéroporté, il fait raser Sébastopol et détruire Rotterdam. Alors pourquoi Paris n'a-t-il pas subi le même sort en 1944? Selon son fils, von Choltitz sait que la guerre est perdue et décide seul d'épargner la capitale. Il s'est même employé à ce que les Alliés entrent rapidement dans Paris. Que la résistance ne se lance pas dans des combats dévastateurs, qui auraient signifié la destruction d'une partie de la capitale. Les faits semblent contredire cette version. Tout au long de l'insurrection parisienne, l'homme qui affirme avoir respecté les lois de la guerre a multiplié les exactions. L'incendie du Grand Palais occupé par des résistants FFI, la destruction des grands moulins de Pantin, cette fois pour affamer la population, ou encore l'exécution de 35 résistants à la cascade du Bois de Boulogne. L'image de von Choltitz, sauveur de Paris, s'effondre. Non seulement on ne lui doit rien, mais c'est une falsification éhontée de lui attribuer quelque mérite que ce soit. Aussi longtemps qu'il l'a pu, il a tué des Français. Et quand il a cessé d'en tuer, c'est parce qu'il ne pouvait plus. Le 25 août 1944, la 2e DB est entrée dans Paris. Von Choltitz se résout à signer l'acte de reddition au PC du général Leclerc. Paris est sauvé, le gouverneur allemand fait prisonnier. Il sera libéré en avril 1947. Et les commémorations vont se poursuivre pendant 2 jours encore, avec en particulier demain un nouvel hommage à la 2e division blindée en présence du président de la République et un grand bal populaire avec tenue d'époque, place de la Bastille. Retour maintenant sur un drame de l'été. Il y a 3 semaines, 7 jeunes stagiaires et une monitrice du centre équestre de l'Eschrène en Savoie trouvaient la mort dans l'incendie du bâtiment. Aujourd'hui, 2 cérémonies religieuses étaient organisées dans le département en présence de plusieurs centaines de personnes. Agnès Gardet, Thierry Simonet. Les victimes s'appelaient Catherine, Michael, Anne-Sophie, Perrine, Mélanie. 5 jeunes Savoyards morts dans l'incendie du centre équestre des Bauges à l'Eschrène. 3 longues semaines après le drame, leurs parents et leurs proches ont pu récupérer les corps et pour la première fois se recueillir. On a rappelé les prénoms des victimes. À leur appel, une bougie a été posée sur leur cercueil. Les corps des 3 autres victimes originaires de départements voisins ont été restitués à leurs parents vendredi dernier. En l'église de l'Eschrène, cet après-midi, une cérémonie digne, à distance des regards. Plus de 500 personnes s'y étaient rassemblées pour rendre hommage aux enfants du pays avant de les inhumer. Pour leurs parents, le deuil ne fait que commencer. L'enquête, elle, continue. À ce jour, une certitude. Alors que les stagiaires dormaient au 1er étage, le feu a pris au rez-de-chaussée près de la gazinière. Fuite de gaz ou court-circuit électrique, encore impossible de l'établir. Une jeune fille en a réchappé. Les 8 autres ont été piégés en quelques minutes. Pourquoi? L'établissement était-il aux normes? La question est dans toutes les têtes.
Après chaque drame, des précautions supplémentaires sont prises. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, la prise de conscience soit telle que même en l'absence de texte, on soit préoccupé par la sécurité. Une enquête administrative a livré ses conclusions vendredi dernier. Elles ont été versées à l'enquête judiciaire qui devra établir s'il y a eu négligence et, le cas échéant, déterminer les responsabilités. Les suites de l'affaire Battisti, l'ancien activiste d'extrême gauche qui doit être extradé en Italie, aurait fui la France. C'est ce qu'indiquait ce matin le journal Libération. Information confirmée implicitement par le garde des Sceaux, Dominique Perben. La France qui est mise en cause dans la gestion de cette affaire par les autorités italiennes. Karine Comazzi, Michel Levasseur. Le gardien de l'immeuble a quitté la loge et peut-être pour longtemps. Concierge, auteur de polars à succès, Cesare Battisti est depuis le 30 juin dernier sous le coup d'une procédure d'extradition et placé sous contrôle judiciaire depuis sa sortie de prison. Il faut que ça s'arrête une fois pour toutes. Il faut que la France respecte sa parole. Samedi dernier, l'ancien activiste ne s'est pas présenté devant la justice. Le journal Libération affirme qu'il a quitté la France et ses amis disent n'avoir aucune nouvelle de lui. J'en suis content parce que s'il y a trop de nouvelles, il risque d'y avoir trop de porosité par rapport à la traque. Aucune nouvelle, bonne nouvelle. Pétrifiée, la justice italienne demande des comptes à la France. Dans la presse, la droite gouvernementale parle de laxisme français et la gauche est à peine moins agacée. Pour nous, la fuite de Battisti n'est pas une surprise. On ne l'a jamais considéré comme un intellectuel, persécuté pour ses idées. Sa fuite est celle d'un assassin condamné en Italie pour 4 homicides. Pour marquer son indignation, le gouvernement italien a fait publier ce matin une liste de 13 anciens activistes dont il réclame l'extradition. La plupart d'entre eux sont en France. En attendant, la chancellerie française a lancé un mandat d'arrêt international contre Cesare Battisti. Dès lundi, la justice devrait donner son feu vert. L'auteur de polar sera alors un homme traqué dans le monde entier. Un nouveau cimetière profané. Cette fois, il s'agit d'un cimetière catholique à Saint-Jean-Bonnefond, près de Saint-Étienne. Une quarantaine de tombes ont été dégradées, mais aucune inscription n'a été trouvée. Le maire de cette petite ville de 6000 habitants parle d'un acte de vandalisme. Quant à la multiplication des actes antisémites, elle provoque, on le sait, l'inquiétude des autorités israéliennes. 3 jours après l'incendie volontaire qui a détruit un centre social juif, Sylvain Shalom, le ministre des Affaires étrangères, israélien, est arrivé à Paris aujourd'hui. Une visite qui n'était pas prévue. Sylvain Shalom a rencontré le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, avant de s'entretenir avec Michel Barnier. Les déclarations sont importantes, a-t-il indiqué, mais les actes le sont aussi. Autrement dit, pour Israël, la France n'en fait pas assez. Ces derniers jours déjà, le consistoire israélite de France avait dénoncé le laxisme de la justice française, allusion directe à plusieurs affaires récentes. Paul de Genève, Alain Locassio. Un sentiment d'exaspération domine aujourd'hui au sein de la communauté juive. Ils sont ce soir plusieurs dizaines devant le centre social du 11e arrondissement de Paris, incendié dans la nuit de samedi à dimanche. Quelles que soient les avancées de l'enquête, les accusations du consistoire israélite de France se font désormais virulentes. La patience de la communauté juive a ses limites, dit-il. Selon lui, c'est parce qu'on ne condamne pas les propos publics antisémites que les agressions et les profanations finissent par se produire. La justice française a tendance à reléguer aujourd'hui l'antisémitisme au rang de délit d'opinion. Je veux dire que vous diffamez quelqu'un dans la presse, eh bien vous passez en correctionnel, on vous inflige une peine, etc. Vous traitez quelqu'un de sale juif, ou vous allez balancer un cocktail Molotov dans une synagogue, ou vous dessinez une croix gammée sur un mur, eh ben on vous dit monsieur c'est pas bien et on vous inflige une amende. Non, monsieur c'est un crime. Mai 2004, l'humoriste Dieudonné est relaxé. Il était poursuivi par plusieurs associations juives pour un sketch qu'elles jugeaient antisémite. Décembre 2003, 2 adolescents insultés frappent au lycée Montaigne un de leurs camarades, en partie parce qu'il est juif. Leur exclusion est annulée par le tribunal administratif. Des exemples médiatiques sur lesquels s'appuient les organisations juives. Les syndicats de magistrats se défendent. Maintenant qu'il y ait des infractions particulières, des qualifications pénales particulières pour punir plus sévèrement certains actes, c'est déjà dans le dispositif actuel législatif. Donc cela existe. De dire ensuite que les magistrats n'appliquent pas la loi, je crois que c'est inexact. L'Union syndicale des magistrats majoritaires dans la profession a décidé de rencontrer les représentants des organisations juives de France très prochainement.
C'est sans doute la fin d'un conflit social qui couvait celui des chirurgiens. Leur collectif menaçait d'organiser un exil symbolique en Angleterre la semaine prochaine. Eh bien, un accord a été trouvé aujourd'hui au ministère de la Santé. Il porte notamment sur une revalorisation des actes, montant de la facture 52 millions d'euros pour 2004. Sophie Rodier, Djibrine Bellali. Main dans la main. Après 2 mois de négociations, les syndicats de chirurgiens et le ministre de la Santé ont trouvé un accord. Les chirurgiens ne mettront donc pas leur menace d'exil symbolique en Angleterre à exécution. Ils obtiennent une revalorisation du montant des actes chirurgicaux. Les tarifs n'avaient pas été augmentés depuis plus de 10 ans. Dorénavant, une opération délicate sera mieux rémunérée qu'une intervention banale. Autre engagement du ministre, le montant des primes d'assurance, multiplié par 10 en 4 ans pour certains, ne devrait plus augmenter. On ne peut pas continuer à avoir les primes d'assurance multipliées par 9, par 10, par 11 ou par 12 et qui vient ainsi diminuer le pouvoir d'achat des chirurgiens. Des mesures qui devraient motiver les internes à choisir cette spécialité jugée trop contraignante aujourd'hui. En France, la moyenne d'âge des chirurgiens est de 51 ans. Enfin, les chirurgiens libéraux seront payés 150 € par garde effectuée la nuit et le week-end. Avant, ils les faisaient gratuitement. C'est un bon accord parce que finalement, grâce à cela, nous garantissons quand même une égalité d'accès à des soins chirurgicaux de qualité pour tous les Français. En désamorçant le conflit avec les chirurgiens du privé, le gouvernement risque de donner des idées à ceux du public. Leurs revendications portent notamment sur les salaires. Encore un mot de politique avec la rentrée du Parti communiste français. Pas d'université d'été cette année, trop cher, le PC est au régime sec. Mais un déplacement et un discours public à Nîmes sur un marché. Marie-Georges Buffet très offensive contre le gouvernement. On n'avait pas vu depuis très longtemps une politique de classe aussi dure, a-t-elle lancé à la tribune devant quelques 250 personnes. L'actualité à l'étranger, d'abord l'ouverture des premiers procès à Guantanamo. Depuis près de 3 ans, vous le savez, des centaines de prisonniers sont retenus sur cette base américaine située à Cuba et qui échappe aux règles des conventions de Genève. 4 accusés pour ces premières audiences, dont un chauffeur et des gardes du corps de Ben Laden, mais aussi un ressortissant australien qui avait épousé la cause du djihad. Samasoula. Le taliban australien, c'est son surnom. David Hicks, 29 ans, arrêté dans les montagnes afghanes fin 2001, les armes à la main aux côtés des talibans. Plus de 2 ans que l'ancien chasseur de kangourous converti à l'islam compte les jours dans la prison la plus secrète au monde. Voyage de joie, d'angoisse pour son père, il est en route pour Guantanamo. Il va assister au procès de ce fils, adolescent rebelle, aujourd'hui inculpé de complicité de crimes de guerre. On appréhende un peu, on n'a pas vu David depuis 5 ans, on ne sait pas dans quel état physique et mental il se trouve. Juste avant David Hicks, comparaissait aujourd'hui ce Yéménite. Il est accusé d'être le chauffeur et le garde du corps d'Oussama Ben Laden. Au total, ils sont 4 détenus à inaugurer le tribunal militaire d'exception composé de 5 officiers. Une commission aussi exceptionnelle que controversée, même si la justice militaire américaine parle de procès équitable. Les accusés pourront présenter des témoins, des preuves. Il y a une présomption d'innocence. Certes, les détenus comparaissent sans chaîne en présence de la presse. Mais leur défense n'en est pas moins biaisée. Leurs avocats civils n'ont pas accès à tous leurs dossiers. Des avocats militaires leur sont donc gracieusement attribués. Un mot de la situation en Irak, à Nadjaf. Information du jour, les forces américaines ont été rejointes pour la première fois par des gardes nationaux irakiens. On s'attend donc à un assaut imminent contre le mausolée où sont retranchés les miliciens de Moqtada al-Sadr. Il semble en effet inenvisageable que des Occidentaux pénètrent dans le lieu saint. Une confirmation par ailleurs, le journaliste italien dont on est sans nouvelles depuis jeudi est bien retenu en otage. Il figure sur une vidéo diffusée par un groupe armé. Aucune nouvelle en revanche de nos confrères Georges Malbruno et Christian Chesneau du Figaro et de Radio France Internationale. Retour en France avec ces nouveaux caprices du ciel. L'été s'achève semble-t-il comme il a commencé, avec des orages parfois violents. C'est le Cantal qui a été touché la nuit dernière. Anouk Burel. Le toit du gymnase n'a pas résisté. Au milieu de la nuit, l'orage a tout arraché. Des rafales de 100 km/h, une mini-tornade qui n'aura duré que 10 minutes, mais provoqué de nombreux dégâts. On a eu beaucoup d'interventions sur toiture, c'est-à-dire cheminées qui sont tombées, toitures envolées,
réparations, disons, pour mettre au rôle tout le bâtiment. Aucun blessé, mais des foyers privés de téléphone et d'électricité. Au même moment, à 100 km de là, l'orage provoque un éboulement au pied de ce village. Les habitants ont senti leur maison trembler en pleine nuit. J'ai vu des rochers débouler et honnêtement, je suis parti pieds nus dans la rue parce que j'ai eu très peur. Dans le Cantal, ce soir, l'électricité a été rétablie dans tous les foyers. Les pompiers, eux, sont toujours à pied d'œuvre. La santé, cette découverte prometteuse contre la maladie de Parkinson, un mal de plus en plus répandu. Des chercheurs américains travaillant sur des cellules souches ont obtenu un résultat spectaculaire. Explication Jean-Daniel Flézaquier avec nos correspondants à New York et à Strasbourg. L'écriture est petite et presque illisible, signe caractéristique de la maladie de Parkinson dont souffre Jean-Jacques Kuhn. La démarche aussi est difficile, tout cela parce qu'une zone du cerveau a dégénéré progressivement. La production de dopamine, une substance indispensable au bon fonctionnement des cellules nerveuses, s'est éteinte. Jean-Jacques doit prendre 5 comprimés par jour pour compenser cette disparition, mais ce qu'il espère, c'est qu'on puisse lui implanter des cellules nerveuses de remplacement. Des neurones obtenus grâce à la culture de cellules souches obtenues sur un embryon au 5e jour de son développement. Si on arrivait à stopper la maladie, ce serait une belle chose. Et il faut tout axer sur la recherche. Et la recherche vient de faire un pas de géant ici à New York, à l'Institut Sloan Kettering. Des scientifiques français et américains ont pour la première fois au monde réussi à amener des cellules souches embryonnaires à se transformer en cellules nerveuses, productrices de la fameuse dopamine qui manque tant aux Parkinsoniens. Ces cellules que l'on voit ici en rouge, c'est un succès de laboratoire qu'il va falloir vérifier sur des êtres vivants. L'étape prochaine sera de greffer ces cellules chez des animaux atteints de la maladie de Parkinson et de vérifier si ces cellules vraiment peuvent soigner cette maladie ou améliorer les symptômes des animaux. Mais Jean-Jacques risque d'attendre encore longtemps, car aux États-Unis comme en France, les blocages politiques ne permettent pas pour l'instant aux chercheurs de disposer de cellules souches embryonnaires d'origine humaine, les seules qu'ils peuvent réimplanter sans danger. La rentrée, certains élèves ont recommencé à travailler, même si pour eux le retour en classe n'est pas pour tout de suite. Il s'agit d'élèves qui suivent des stages de révision, une pratique en plein essor, comme le soutien scolaire ou les leçons particulières. À Loches, près de Tours, Nabila Tabouri, Emmanuel Morel. Repeat again. Hi. Hi. How are you doing? How are you doing? Persévérante, la petite Hélène. À 12 ans et demi, la collégienne aurait pu tranquillement finir ses vacances à la plage, mais elle a préféré venir dans ce lycée pour des cours de soutien scolaire. 15 jours de révision intensive en anglais pour ces élèves qui rentreront tous en 4e à la rentrée. Ici, ça consiste en quoi le travail? À entraîner notre accent et à améliorer notre niveau d'anglais. Élèves turbulents, en grande difficulté scolaire ou bien travailleurs, au lycée Saint-Denis, on les accepte tous au cours de vacances. Seule condition, étudier jusqu'à 6 heures par jour. En fait, on a un soutien, parce que pendant l'année, on est beaucoup, alors que là, on est peu. Donc, on peut plus facilement demander au professeur ce qu'on n'a pas compris, et il nous explique plus. On a plus de temps à nous, quoi. Du temps et des moyens, grâce à ce tableau interactif, le cours d'anglais sur le futur, par exemple, devient ludique. Le prof, il écrit pas toujours bien, tandis que là, on peut bien lire parce que c'est l'écriture informatique. On peut faire des liens avec Internet, par exemple, utiliser des photos, du son, des images. Ce qui veut dire que ce tableau, en fait, a une fonction également, par exemple, d'une sorte de laboratoire de langue. Alexis Frémont. Chaque année, les élèves ont 2 heures de devoirs sur table. Aucun répit pour ces 80 jeunes dont les parents ont déboursé jusqu'à 700 € pour ce stage de 15 jours en internat. Le lycée Saint-Denis propose cette formule depuis 23 ans et chaque année, les stages font le plein. On en vient maintenant, comme chaque soir, aux Jeux Olympiques. Journée sans gloire, on le disait, pour la France. Déception en cyclisme ou en équitation. Commentaire Aaron Tanzit, qui revient aussi sur les images du jour et notamment, vous allez le voir, l'allégresse communicative d'une lutteuse ukrainienne. Laurent Ganet, visage fermé. Dans quelques secondes, il va tout perdre. En vitesse individuelle, il est sèchement battu par l'Allemand Wolf. 2 manches à rien et pas de médaille de bronze pour les Français. Des Français à la peine. En saut d'obstacle, sur cette réception, la jument Dilem de Sef se blesse. Pas de fracture, mais un abandon. Plus de peur que de mal aussi pour cet Argentin.
Sur ce coup-là, son cheval lui a fait faux bond. Lâché par sa monture ou par sa perche. Drôle de journée, le Hollandais Martino peut en rire, pas de bobo à l'arrivée. Une perche qui casse et une barre fixe qui tient là son champion olympique. Le numéro nous vient d'Italie. Il est signé Igor Cassina. Tout aussi musclés, les Allemands du canoë, meilleur temps des qualifications. Pour information, au départ, Pocahontas ne s'est pas présenté. Bien présent au volet, des Argentins en bleu et remontés face à des Polonais qui ne lâchent rien. Et nous voilà partis pour une bonne minute. Le point et le match à la Pologne, mais bravo aux deux équipes. Même les juges profitent de cette effusion de bonheur. L'Ukrainienne Merlini, première championne olympique de lutte libre féminine. De quoi vous mettre la tête à l'envers. Et une heure après, sur le podium, elle est encore tout en larmes. Sa médaille, c'est sûr, elle n'a pas fini de l'embrasser. Ça pourrait même durer 4 ans. Pas de nouveau trophée, on l'a vu pour la France, et une crise qui couve, en particulier dans l'athlétisme. Aucune médaille après 4 jours de compétition. Alors que se passe-t-il? Où sont passés les dieux et les déesses du Stade de France qui nous avaient enchantés l'an passé? Manuel Tissier, Christophe Vignal. Il n'y a bien que le soleil qui brille. À mi-parcours, le bilan des athlètes français, lui, est un peu terne. Et ça commence à tourner sous le chapeau du directeur. Robert Poirier a convoqué son équipe ce matin. Mais ce n'était pas une réunion de crise, paraît-il, même s'il a sa petite idée sur les raisons de ce mauvais départ. J'ai proposé un système avec intervention de 2 spécialistes, l'un de suivi psychologique, l'autre de préparation mentale, et je me suis heurté à une incompréhension, voire un refus de quasiment toute la famille technique de l'athlétisme. Mais j'espère que ce qui se passe là fera réfléchir ceux qui, pour l'instant, refusent de prendre en compte cette dimension. La 7e place de Leslie Jones en finale du 400 mètres n'est pas la déception la plus cruelle. En revanche, le naufrage de Christine Aron sur 100 mètres et l'élimination de Manuela Montebrin au marteau laissent penser que les vedettes de l'an dernier n'ont pas su digérer leur succès. Ce qui est arrivé à Paris n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'athlétisme. Des anonymes, des athlètes anonymes sont devenus du jour au lendemain des vedettes de télévision, des vedettes d'émissions. Ladji Doucouré, lui, n'avait pas eu de médaille au championnat du monde. Aujourd'hui, il a battu le vieux record de France du 110 mètres haies, meilleur temps des séries. À 21 ans, il est le premier rayon de soleil depuis 5 jours dans la grisaille de l'athlétisme français. L'affaire du jour maintenant à Athènes, elle fait évidemment grand bruit. Le médaillé d'or du lancer du disque, le Hongrois Robert Fazekas, a tenté de se soustraire au contrôle antidopage en fournissant un faux échantillon d'urine. La manœuvre a été dévoilée, la tricherie vient de lui coûter sa médaille et l'exclusion des Jeux. Julien Benedetto. Champion olympique de la tricherie, le Hongrois Robert Fazekas n'aura tutoyé l'Olympe de son sport que l'espace de 24 heures. Hier soir, grâce à ce jet à 70 mètres 93, il bat le record olympique et décroche, croit-il, la médaille d'or. C'est le résultat de 4 longues années de travail. Gagner les Jeux Olympiques, j'en rêvais. Quelques minutes après sa victoire, Robert Fazekas refuse de se soumettre au contrôle antidopage obligatoire pour les 4 premiers. Puis à l'aide d'un cathéter, il essaye de fournir un faux échantillon d'urine. Il est pris en flagrant délit. Pour le CIO, se soustraire à un test antidopage équivaut à un contrôle positif. Ce soir, il est exclu des JO. Le CIO veut des jeux propres. Propre, 100%, je ne pense pas, mais de plus en plus qu'on mette les tricheurs le dos au mur, oui. Et là, on a des signes forts. Fazekas privé de médaille d'or, comme la Russe Irina Korzanenko, déchue dimanche de son sacre au lancer du poids, après un contrôle positif à un stéroïde anabolisant. On n'avait pas vu ça depuis Ben Johnson, l'éphémère champion olympique du 100 mètres des Jeux de Séoul, lui aussi grand amateur de stéroïdes anabolisants. 16 ans après, l'athlétisme est rattrapé par ces vieux démons.
parle beaucoup du dopage lors de ces Jeux. On parle aussi beaucoup des juges et des arbitres. Fait sans précédent hier soir, la finale de la barre fixe en gymnastique a été interrompue pendant une dizaine de minutes par les huées et les sifflets. Motif, les notes jugées insuffisantes attribuées au Russe Nemov. Nathanaël de Rinxin, Emmanuel Beck. Voilà une affaire qui fait grand bruit. Hier soir, le public de la gymnastique n'a pas apprécié les notes attribuées au Russe Alexei Nemov. Le jury de la barre fixe a les oreilles qui sifflent. Les 9 juges du concours ne savent plus où donner de la tête. Nemov, lui, flairant la bonne affaire, fait monter la pression et encourage ses nouveaux amis. 10 000 spectateurs mécontents. C'était génial parce que pour la première fois, le jury, dans l'instant, à chaud, a accepté de modifier face à cette manifestation publique la note. Et fort justement, car les écarts étaient vraiment trop importants et le juge arbitre n'aurait jamais dû laisser passer une telle note. Ces 10 minutes de bronca permettent au juge de revoir la prestation du Russe et de mieux apprécier sa performance. Une grande première, après quelques discussions et un coup de fil, Nemov se voit gratifié de 2 dixièmes supplémentaires. Les juges ont craqué, Nemov a apprécié, le public aussi. Malheureusement pour le Russe, ça ne change rien au résultat final. Il se classe 5e. Avant de partir, Nemov est tout de même allé calmer la foule pour que la compétition puisse continuer. Un coup d'œil sur le tableau des médailles avec toujours les États-Unis et la Chine au coude à coude. 23 médailles d'or. Le score de la France, on l'a dit, est donc inchangé. Vous aimez les Jeux, restez sur France 2. Juste après ce journal, retour en direct à Athènes avec une très belle soirée de sport. Du cinéma pour terminer avec la sortie demain d'Exil de Tony Gatliff. Prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. L'histoire d'un voyage entre Paris et Alger. Pascal Deschamps, Hervé Pozzo. Bien avant de savoir qu'il aurait un prix, Tony Gatliff avait voulu faire de sa présence à Cannes une fête. Que de chemin parcouru par ce gitan d'origine algérienne qui cirait, enfant, les chaussures devant les palaces. Il aura attendu 40 ans avant de retourner à Alger en racontant avec Exil le voyage de 2 jeunes Français, l'un d'origine pied noir, l'autre d'origine maghrébine, vers le pays de leurs parents. Qu'est-ce que vous allez faire en Algérie? On fait une marche à pied jusqu'à Alger. Une marche à pied. En chemin, il croise tous ceux qui font le voyage en sens inverse à la recherche de l'Eldorado. Tout un peuple de clandestins dont Gatliff, le paria, se sent proche. J'ai quelque chose de privilégié par rapport aux autres, maintenant, par rapport aux autres parias, c'est que je sais faire du cinéma et donc je dois raconter pour parler des autres. Un voyage plein de musique, plein d'émotions aussi, comme lorsque l'équipe du film arrive en Algérie, 2 semaines après le terrible tremblement de terre de 2003. Moi, le choc, en plus, celui du retour, c'est celui des maisons et des quartiers que étaient là quand j'étais enfant, qui étaient complètement éventrés, cassés. C'est comme si on m'avait attendu pour lancer le tremblement de terre. Voyage douloureux pour Naïma, la jeune beurre, qui ne parle pas arabe. Voyage initiatique presque de réconciliation. Ça fait peur d'aller quelque part quand on vous dit, bah oui, vous êtes d'origine algéroise et algérienne en tout cas, et vous parlez ni la langue, vous niez tout ça de A à Z, et en fait, bah non, on vient de là où on est et on ne peut pas y échapper. Il faut que tu retrouves tes repères. Il faut que tu te retrouves. Exil n'a pas eu un prix par hasard. Une histoire touchante, des acteurs bouleversants. Un film tourné à l'énergie, avec un cœur gros comme ça. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet. Puis toute l'équipe des sports de France 2 vous attend donc en direct d'Athènes avec une grande soirée, notamment le quart de finale de handball entre la France et la Russie. Dès 6h30 Télématin, dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Cécile Roll-Tanguy, la veuve du colonel. À 13h, Laurence Ostolazza. On se quitte sur ces images justement des préparatifs des célébrations de la libération de Paris. Répétition du grand spectacle de demain. C'était tout à l'heure, plus de 700 figurants en costume, place de la Bastille. À demain, on en reparlera.